Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo qui est en réalité la continuation de la vidéo du lundi dernier qui était consacrée au projet des islamistes en France. Eh bien, j'ai reçu pas mal de questions pour me demander quelles sont les tactiques pour implémenter ce projet, quelles sont donc les méthodes utilisées par les islamistes pour arriver à leur fin et atteindre leur but de guerre. Encore une fois, moi, ce sujet-là, j'aurais bien aimé l'éviter, j'aurais préféré parler de la biodiversité, de la relation avec la Chine, du futur du travail, du futur de l'entreprise ou d'autres sujets que j'estime beaucoup plus stimulants pour la réflexion. Mais l'urgence est telle en France qu'on ne peut plus faire l'économie de ce sujet-là, qui est du projet des islamistes en France, qu'est-ce qu'ils veulent réellement, et puis de comment ils veulent y parvenir. Cette vidéo, j'aurais pu l'appeler les islamistes ou les armes des faibles, ou l'arme du faible, puisque vous verrez que les méthodologies employées par les islamistes en France, je dis bien en France, je ne parle pas des pays du Maghreb ou d'Asie, donc les méthodologies employées en France sont des méthodologies qui sont classiques d'un acteur qui est faible, et donc qui n'a pas les moyens financiers ou militaires ou le prestige d'un régime qui est fort, ou même d'un acteur d'une guérilla forte. Voilà. Les islamistes en France ne sont pas comme le Parti communiste français des années 40-50, qui faisait 25% des voix, qui avait une contre-société en France avec syndicats, clubs de vacances, mairies, ceinture rouge autour des villes et autres. Ils n'en sont pas encore là, j'espère qu'ils n'y arriveront pas. Les islamistes sont beaucoup plus faibles que la subversion communiste, on va dire, des années 40-50. Je prends à Haïtien cet exemple, pour vous permettre de mesurer de quoi je veux parler. Ils sont faibles, ils le savent très bien, et ils ne s'en cachent pas, ces islamistes de France, et donc ils utilisent une méthodologie qui est déjà connue de tous. Il suffit de lire le livre de Saïd Qutb, le grand théoricien des frères musulmans. Le livre s'appelle Ma'alim fi Tariq, ça veut dire des repères ou des jalons sur la route. Alors j'ai fait une recension de ce livre, il suffit de chercher dans le canal, peut-être je l'ai fait il y a un an, c'est dans la rubrique, la playlist J'ai lu pour vous. Vous verrez très bien que tout ce que je vais dire là est largement connu. Moi, je ne fais que essayer de mettre en musique des éléments un peu isolés pour vous raconter une histoire qui fasse sens. Alors, quelles sont ces armes des faibles? Vous les connaissez tous certainement, peut-être que vous ne les connaissez pas sous ce vocable-là, mais vous les connaissez tous. C'est la ruse, c'est une certaine méchanceté, parce que le fort, il peut se permettre d'être magnanime, généreux et pardonner les offenses et tourner la page. Le faible, il est hargneux. Donc la méchanceté, une certaine mauvaise foi, un recours plus facile ou plus aisé aux méthodologies illégales, notamment au monde de l'informel. Pensez au transfert d'argent qui se font hors du système bancaire avec des grosses marges, un peu, dans les zones grises. Pensez à ça par exemple. Pas besoin de penser au trafic de drogue, mais juste de choses comme ça, de toute l'économie informelle des banlieues par exemple. Oui, aujourd'hui je vais lire mes notes parce que le sujet est tellement riche que je veux être sûr de ne rien louper. C'est aussi le recours à l'arme psychologique. C'est la guerre psychologique, c'est la propagande, c'est tout ce qu'on pourrait appeler la métapolitique. Tout cela fait partie des armes du faible. Puisque le fort, lui, il a en théorie les casernes, les CRS, les blindés, l'arme nucléaire, le porte-avions Charles de Gaulle. En théorie, il a les médias publics pour lui, il a la faculté, l'université pour lui, et qui lui donne un discours qui est le discours hégémonique de l'ordre établi. Je dis bien en théorie, parce qu'en France, les auxiliaires du pouvoir, donc les journalistes officiels, les médias officiels, les universités, l'audiovisuel, eh bien, il tire dans le pied du pouvoir. Mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Donc, je vais vous proposer d'analyser certaines de ces techniques, de ces armes du faible, pas toutes, sinon la vidéo ferait 2 heures. Je vais essayer d'analyser celles qui sont les plus impactantes ou celles qui peuvent peut-être vous surprendre le plus. Et bien parmi elles, il y a la ruse. La ruse, arme du faible par excellence. Quand je dis la ruse, je pense par exemple aux indigénistes ou des coloniaux, ou post-coloniaux, je ne sais pas comment ils veulent se faire appeler.
Ils passent leur temps à dire qui est native informant, c'est-à-dire qui est le traître à sa race, le traître à sa cause, le traître à sa communauté. Donc qui sont les musulmans qui ne sont pas suffisamment musulmans ou qui sont trop intégrés ou qui ne sont pas dans la victimisation, qui sont les noirs qui ne sont pas les noirs, qui sont suffisamment, qui ne sont pas revendicatifs ou qui ne vivent pas dans le monde de l'esclavage, tout ça. Eh bien, tous les ennemis pointés du doigt, tous les ennemis, tous ceux que les indigénistes déclarent comme ennemis, en général, ce sont des cibles pour les islamistes. Puisqu'on vous dit qu'un musulman, que vous accusez un musulman de ne pas être suffisamment dans le discours de la victimisation, ou de vous dire que la colonisation est une page qui a été tournée et que maintenant il faut regarder l'avenir, souvent ce musulman-là est un anti-islamiste. Souvent il n'est pas tombé dans le panneau de la victimisation islamiste, qui est elle aussi une victimisation, tout comme l'idéologie indigéniste ou décoloniale. Dans le monde indigéniste, le piège est de dire que moi je suis parfait, tout le mal, ma part sombre est chez le français qui est le descendant de l'esclavagiste, du colonisateur. Dans l'islamisme, c'est le même piège, c'est la même mécanique, sauf qu'au lieu d'accuser l'homme blanc, hétérosexuel, fils de colon, vous accusez le juif, vous accusez l'occidental, et vous dites tous mes problèmes ne sont pas liés à mon incapacité à produire, à mon incapacité à m'en sortir, à mon incapacité à me remettre en question, à mon incapacité à lutter contre la corruption dans mon propre pays, dans ma propre civilisation, à m'ouvrir sur la technologie. Tout ça, vous le balayez et vous dites, voilà, mes problèmes sont tous liés à un complot américain. Alors, haine à l'Amérique, comme disent les Iraniens, le grand Satan, haine à la France, qui m'a tout donné pourtant, mais haine à la France, il y a un complot contre moi, voilà. Donc c'est la même mécanique. En général, quand moi je remarque, je ne dis pas que c'est le projet des indigénistes, mais je dis quand je remarque, chaque fois qu'ils pointent un native informant, vous voyez que c'est souvent un ennemi de l'islamisme français. Donc la ruse, c'est de rester dans votre coin, de regarder la bataille se passer, puis vous prenez des notes, vous dites un tel, c'est mon ennemi, on va le tuer socialement, on va l'exclure de là où il vit, on va le menacer, on va le mettre sous pression, on va l'exclure des associations, et qui sait, peut-être demain, je l'espère qu'on n'y arrivera pas, on va le liquider physiquement. Voilà pour la ruse. Un autre exemple, toujours dans cet argument-là, c'est la ruse, c'est aussi profiter comment dirais-je, c'est profiter de la bêtise de votre ennemi. Et là, je m'inclus dans le camp des imbéciles, parce que nous passons notre vie à parler des Maghrébins et des musulmans. Or, il n'y a pas de Maghrébins, il n'y a pas de musulmans. Si on est vraiment très sérieux et spécifique et rigoureux, il y a des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Vous savez, le Maroc et l'Algérie, ça fait 40 ans que leur frontière terrestre est fermée. Ça fait 40 ans ou 50 ans qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question du Sahara. Donc il n'y a qu'en France qu'ils sont unis. Or, ils ne sont pas unis, ils sont unis dans l'ignorance des observateurs dont je fais partie, qui parlent de Maghrébins. Ça n'existe pas, les Maghrébins. Pareil, les musulmans. Les musulmans, il y a les Arabes, il y a les Africains. Parmi les Africains, il y a les Sahéliens qui ne sont pas pareils que les Ivoiriens, ou je ne sais quoi, moi, les Kenyans ou les Somaliens. Parmi les Arabes, les Libanais, les Tunisiens, c'est pas pareil, et ainsi de suite. Donc les islamistes, ils sont là en récepteur des erreurs faites par l'establishment, dont je m'associe à ces erreurs-là, et ils s'adressent à ces catégories-là que nous leur livrons sur un plateau. Dire, voilà, les musulmans de France, les maghrébins, or ils n'existent pas. Et là, ils leur disent, voilà, vous êtes maghrébins, vous n'êtes ni marocains ni tunisiens, vous êtes d'abord des maghrébins de France, donc des victimes. Et là, on déroule le discours de victimisation que vous connaissez bien, islamophobie et autres. Pareil, dans le registre de la ruse, c'est la ruse de l'islamiste en France, c'est de profiter de l'islamo-gauchisme. Là aussi, c'est une énorme bêtise, cette histoire d'islamo-gauchisme, puisque les islamistes, au Maghreb, au monde arabe, ils ont mangé à la cuillère, ils ont décapité tous les gauchistes. C'est-à-dire, si vous faites une histoire de la faculté marocaine, dans les années 80-90, des mouvements étudiants, des mouvements de professeurs, des syndicats,
professeur étudiant, c'est une histoire d'un massacre de la gauche marocaine par les islamistes. Donc si nos amis de gauche de France veulent bien prendre la peine d'appeler leurs collègues des partis de gauche marocains, ils leur raconteront ce que je viens de leur dire. Donc voir une partie de la gauche française, des progressistes, faire ami-ami avec les islamistes et les défendre en France, c'est tout simplement hallucinant. C'est tout simplement marcher sur la tête. Ce que je viens de dire pour le Maroc est valable pour l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, tout le Moyen-Orient. C'est un grand massacre qui a été fait. La première victime de l'islamisme, c'est la gauche, partout. Commence par eux. Et voir que la gauche française, une partie de la gauche française n'a pas compris ça, et qu'elle en est réduite à être compagnon de route des islamistes de France, c'est le comble de la bêtise, et en contrepartie, en symétrie, c'est le comble de la ruse, parce que l'islamiste, il s'embarque là-dedans. C'est pas la faute des islamistes, c'est les gauchistes français, ou certains gauchistes français, ne lisent pas le livre d'histoire, ou s'estiment tellement supérieurs à leurs aïeux qu'ils ne passent pas un coup de téléphone aux gauchistes marocains qui maintenant sont à la retraite. Ils ont 60 ans, 70 ans, ils sont à la retraite, ou dans des ONG, ou dans la presse marocaine, dans des postes de journalistes ou de chefs de rédaction. Ils pourraient leur passer un coup de fil, je peux leur passer s'ils veulent les contacts pour se mettre au jus. Donc voilà pour la ruse. La ruse, l'arme du faible. Parce qu'elle est gratuite, la ruse. C'est pas une arme qu'on achète en contrebande, c'est pas une Kalachnikov qu'on achète en contrebande chez la mafia kosovare ou de l'uranium qu'on prend chez les Ukrainiens, sur la mafia ukrainienne ou je sais qui, chez les Tchétchènes. Voilà. La mauvaise foi, bien entendu, autre arme du faible et arme utilisée à merveille par les islamistes de France. Pensez à l'accusation d'islamophobie. Je veux dire, c'est du délire là aussi. Si un pays qui est islamophile, c'est la France. Je veux dire, jamais les musulmans n'ont été aussi bien soignés que dans les CHU français, et gratuitement. Trouvez-moi un CHU valable, un seul, dans le monde arabe, de Nouakchott en Mauritanie jusqu'à Bagdad. Un seul CHU. Un. D'accord? Bon, il y a certainement des hôpitaux militaires, mais bon, les hôpitaux militaires, c'est pas ouvert aux civils. Et les hôpitaux militaires, notamment au Maroc, sont souvent intéressants. Et d'ailleurs, la preuve que je vous raconte pas des histoires, au Maroc, quand on veut vous faire plaisir, on vous envoie dans un hôpital militaire. C'est dire la ruine des CHU. Eh bien, moi, dans ma famille, j'ai plein de gens qui ont immigré en France, qui vivent en France. Ils ont accès à des soins qui sont inconcevables dans mon patelin ou même dans la province de Sforo-Fès, d'où je suis originaire. Il faut être très clair. Ça, c'est vrai pour les Algériens, les Tunisiens, les Somaliens, les Égyptiens, tout ce que vous voulez, Irakiens, Maliens et autres. Donnez-moi un seul pays musulman où les musulmans ont accès à une réelle démocratie. Il n'y en a pas. Où les musulmans ont affaire à une police aussi aimable et professionnelle que la police française. Faut sortir de l'idéologie victimisante. Je veux dire, j'ai assisté, j'ai vu, j'ai eu affaire moi-même à la police française. Je veux dire, c'est professionnalisme, courtoisie. On a même envie de se faire contrôler. J'exagère un petit peu, je vous provoque. Mais venez voir la police en Amérique latine, venez voir la police au Maghreb pour savoir ce que c'est qu'une police. Donc vous avez même peur parfois. Certains pays du monde, que je ne vais pas citer, je me suis fait assez d'ennemis comme ça, où vous avez peur de parler à un homme en uniforme. Alors en France, vous avez la police, c'est rassurant, c'est très professionnel, voilà. Les prisons, c'est autre chose. Les prisons françaises, c'est une honte, mais ça, c'est un autre sujet. Je parle de la police. Voilà. Donc, l'habitat social en France, qui est ouvert aux musulmans, il est inégalable dans un pays musulman, même en Indonésie ou en Malaisie, qui sont des pays plutôt avancés d'un point de vue économique. Donc, il faut dire la vérité. L'islamophobie, c'est une foutaise. C'est le feu de la mauvaise foi, et ça marche. Le problème des armes des faibles, c'est qu'elles, sous certaines conditions, elles marchent, elles obtiennent des résultats. La dissimulation, j'en parle pas beaucoup, juste pour vous dire que c'est une arme du faible, mais c'est une arme du faible qui n'est plus utilisée en France, puisque les islamistes ont gagné un certain statut, une certaine visibilité. Ils ont fait des alliances qui leur permettent de se déclarer maintenant comme réellement islamistes, de ne plus se cacher, leur barbe, de couper leur barbe. Ils se déclarent ouvertement islamistes, donc anti-féministes, anti-gays, anti-républicains, anti-laïcs. Et bon, il ne se passe rien puisqu'ils ne sont pas expulsés, ils ne sont pas en prison, et ils sont même aidés par tous les compagnons de route que je viens de vous citer. Donc la dissimulation
ce que certains appellent la taqiyya, à mon humble avis, il faut plus s'en inquiéter, c'est une arme du passé. Elle a déjà été utilisée. Alors, une des armes utilisées par les faibles, et j'ai oublié de vous la lister dans mon petite liste, et là je vais lui consacrer quelques minutes, c'est la violence. Le faible, je vous ai dit que j'ai parlé de la méchanceté, mais j'aurais aussi dû parler de la violence. Le faible utilise la violence. Parce que c'est une arme qui est gratuite. Je vous dis, les armes nucléaires, les drones, ça coûte cher. Les Kalachnikov, il faut l'acheter ça. Il faut vendre de la drogue pour l'acheter, il faut avoir des réseaux, ça coûte cher, ça met du temps. La violence, elle est immédiate, hein. C'est une arme, c'est une matière première qui est gratuite. Il suffit de bien vouloir se désinhiber et de l'utiliser. La violence a 4 buts, 4 fonctionnalités, et elle est très utile. La première, c'est d'impressionner l'adversaire. Le premier but de la violence, c'est d'impressionner l'adversaire. Alors, l'adversaire des islamistes n'est pas le pouvoir actuel, c'est pas le pouvoir progressiste. C'est pas un adversaire pour eux. Ce pouvoir est plutôt, il les laisse faire. Enfin, il ne les impressionne pas. Leur ennemi principal, ce sont les musulmans de France, qui ne sont pas encore islamisés. Les musulmans de France, les musulmans athées, ceux qui ont abandonné l'islam, enfin, tous ceux qui, selon eux, doivent revenir dans le giron de ce qu'ils appellent la ra'aya, le troupeau, ou la umma, voilà. Tous ceux qui doivent revenir dans l'islam véritable, qui est, moi je suis désolé de dire, qui est un islam qui est dogmatique avec les 5 prières, la ségrégation homme-femme et tout ça. C'est cet islam qui alimente l'islamisme. C'est-à-dire que les islamistes pourquoi les islamistes sont très difficiles à battre? Parce qu'ils ne font qu'appliquer qu'une version légitime de l'islam. L'islam est comme cela, il est dogmatique, il a un culte comme cela, il n'est pas dans l'égalité homme-femme, il n'est pas dans le respect de ses minorités, enfin des minorités que nous appelons aujourd'hui minorités, hein, gays, lesbiennes et autres. Il a plein d'autres qualités. Moi-même je suis musulman, donc je ne renie pas ma religion, mais il faut dire la vérité telle qu'elle est. Et donc l'argument, cette violence-là des islamistes en France, c'est pour impressionner tous les gens comme moi, ou qui sont athées, qui ont franchi le pas, athées, sécularisés ou autres, et qui, pour leur dire, attention les gars, vous devez ou revenir dans le giron du véritable islam, ou fermer votre gueule et vous exiler. Comme l'ont fait plusieurs musulmans qui ont fermé leur gueule et qui ont quitté l'Algérie, l'Égypte, ils sont en France, demain ils vont devoir fermer leur gueule à nouveau, quitter la France pour aller en Australie, en Russie, je sais pas, dans des pays où les islamistes n'ont pas pignon sur rue. En tout cas, ils n'ont pas carte blanche pour intimider. Et ces musulmans-là, même moi, quand je reviens dans ma communauté et je parle, j'essaie de transmettre, je veux dire, ma voix ne porte pas dans ma communauté quand je parle de religion. Ça, d'ailleurs, je fais une digression. Moi, je me refuse à faire de la théologie, parce que c'est peine perdue. Le match est perdu d'avance. D'un point de vue théologique du dogme, moi, je n'ai pas raison, j'ai tort. D'accord? Moi, donc mon islam à moi est forcément minoritaire et il n'est pas légitime, à moins que je fasse une guerre sainte et que je fonde une zawiya, idrissiya, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, et que je fonde un courant, un culte, comme l'ont fait, je ne sais pas moi, comme l'ont fait les musulmans pendant toute leur histoire. Hein. Il y a eu plein de rébellions théologiques, hein. Notamment au Maghreb, il y a eu les kharijites, des berbères qui étaient des hétérodoxes. Mais bon. Donc mon islam à moi n'est pas l'islam légitime d'un point de vue, c'est pas l'islam mainstream, j'en suis conscient. Donc moi, tout mon discours dans ma civilisation, quand je parle au mien, dans la civilisation maghrébine, islamique ou musulmane, n'est pas un discours théologique, sinon moi je me fais battre et le discours est fini, quoi. C'est-à-dire, la discussion est finie au bout d'une phrase ou deux. Je parle d'autre chose, je me bats sur d'autres causes, d'autres choses, non pas sur la religion. Je pense que ce serait une erreur fatale que de me placer et de placer le discours dans le domaine théologique. Voilà, donc pour revenir au fil du raisonnement, la violence, son premier but, c'est d'impressionner les gens comme moi, ou les gens qui sont athées ou largement sécularisés, pour les sortir de l'équation. La deuxième fonction de la violence, eh bien, c'est de recruter. Puisque la violence est une annonce, est une publicité, c'est une annonce de recrutement qui est gratuite, on va dire. Quand vous tuez quelqu'un, vous faites péter une bombe, ou vous massacrez quelqu'un, vous le lynchez, ou vous
je sais pas, vous expulsez quelqu'un de son appartement, vous l'intimidez, tout ça, eh bien, vous êtes en train d'impressionner les gens qui sont impressionnables. Parce que la violence, elle parle à une partie de la population qui n'est pas négligeable et qui veut en arriver aux mains. Il faut bien comprendre, moi j'ai une vision assez réaliste, peut-être un peu sombre de l'humanité. Une grande partie, je vais dire l'essentiel, une grande partie des gens autour de nous sont empêchés. Ils n'adhèrent pas à la civilisation, ils sont juste empêchés par la civilisation, par l'autorité, par l'État. Ils sont empêchés de tomber dans la barbarie. Et quand vous voyez, il y a plusieurs, enfin, la vue du sang, la vue de la violence, l'humiliation d'autrui, qu'est-ce que c'est qu'un attentat, sinon l'humiliation d'une victime et de son clan, de sa civilisation. Ce que vous dites aux gens, bah, vous savez, votre police ne vous sert à rien, puisqu'on la tue, elle-même. On tue vos flics au sein de la préfecture de police. Vos parents, vos frères, vos maris ne servent à rien, puisqu'on vous massacre au Bataclan tous autant que vous êtes. Tous autant que vous êtes. Et puis vous n'êtes à l'abri nulle part. Donc cette humiliation-là, eh bien, ce sang, ces membres amputés, tout ça, tout ce qui gêne la plupart d'entre nous, eh bien, ils excitent. C'est ça le mot, ils excitent, ils stimulent, ils désinhibent cette partie de la population qui rêvait, enfin qui est juste contenue. Et elle est contenue et qui rêvait de sortir de cette prison mentale, de cet enclos où la civilisation l'a heureusement enfermée. Et ça donne des recrutements, ça donne des gens qui rejoignent spontanément les rangs des islamistes. Alors quand ça se passe en Syrie ou au Levant, en Irak, ben, les gens quittent leur famille, leur tribu, et puis ils rejoignent Al-Qaïda ou Daesh ou je sais qui. Ça, je l'ai documenté dans mon livre sur la contre-insurrection. En France, c'est différent. Les gens, ben, ils commencent à fréquenter les mosquées qui vont bien, enfin les mosquées salafistes, pousser la barbe. Vous avez, à mon humble avis, une recrudescence du port du voile juste après l'attentat. Ce que vous avez, c'est un message, c'est un signal qui était passé à l'inconscient. Je vous dis que la politique, c'est une question de sentiment et d'inconscient, c'est subliminal. C'est un message qui était passé à l'inconscient des gens, de cette partie de la population qui veut en découdre. Et vous avez là-dedans, vous avez non seulement des musulmans qui rejoignent la cause, mais vous avez aussi des Français nés catholiques ou protestants, je ne sais pas, qui rejoignent la cause islamiste, à la simple vue du sang et à la simple vue de la tragédie. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. L'être humain est comme ça, et la violence est un langage universel. C'est comme le sexe, ou le foot, un langage universel, ou même la musique, ou le billet du dollar. C'est un langage universel dont la grammaire est très facilement maîtrisable. N'importe quel abruti maîtrise le langage de la violence. Alors que maîtriser la poésie, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que vous avez les grandes civilisations, elles suivent toutes la même courbe. C'est d'abord une grande violence, des invasions barbares, des guerres civiles, et puis petit à petit, on crée des îlots où on protège les poètes, les médecins, les alchimistes, les scientifiques, on les laisse créer le beau. Parce que le plus simple, c'est la violence. C'est n'importe quel abruti capable de violence. Donc capable de recruter d'autres abrutis, mais je ne vais pas être trop dans l'anathème, d'autres individus pour servir son projet d'abruti, sa cause. C'est ainsi. Le drame de la civilisation, c'est que les poètes, les intellectuels, les grands scientifiques, ils s'enivrent de leur science et de leur raffinement et ils méprisent la violence et les violents. Ils se retrouvent donc des vulnérables aux muscles mous, des faibles aux muscles mous, qui ne savent pas se défendre et qui se font soumettre, envahir, et c'est ainsi que l'histoire fonctionne. Voilà, bon, je peux vous renvoyer vers les textes d'Ibn Khaldoun, le grand savant arabe, sur ce sujet notamment, ou sur son excellent lecteur et, j'allais dire, exégète, Gabriel Martinez-Gros, je crois qu'il est à la fac de Nanterre, un grand intellectuel français contemporain. Donc, là, je vous ai dit, la violence a 4 fonctions, on a couvert les 2 premières. La 3e fonction de la violence, c'est désorganiser la société française. Puisque, j'en ai parlé dans une autre vidéo qui s'appelait Demain l'intifada, la violence, ces attentats, ces attaques au couteau, enfin, je ne vais pas citer les faits divers, mais les noms propres, mais le jeune là qui s'est fait couper la gorge, trancher la gorge à Villeurbanne, à la gare routière,
Cet attentat-là, cet acte barbare, cet homicide, passé d'ailleurs presque sous silence par nos chers médias et nos chers hommes politiques, euh, c'est- quelle est sa fonction? Quelle est son utilité? Je mets plein de guillemets. Eh bien, c'est de prouver que le vivre ensemble ne fonctionne pas. Or, le vivre ensemble est le mythe fondateur aujourd'hui de la société française. Le vivre ensemble, l'idée, l'utopie, la chimère, l'illusion que on peut vivre ensemble en pratiquant des modes de vie différents, en rêvant le soir de choses différentes, en portant des inconscients collectifs radicalement différents, voire antagonistes. Quand même, quel est l'inconscient collectif d'un islamiste? Enfin, quel pont peut-on jeter? Quel dénominateur commun? Quel dialogue peut-il y avoir entre un islamiste salafiste et un militant gay? Pourtant, c'est ça le vivre ensemble. On dit ces deux-là vont vivre ensemble. Je prends les exemples les contradictions les plus ouvertes, les plus béantes pour aller vite. Eh bien, quand on tranche la gorge d'un jeune homme qui n'a rien demandé à personne, qui n'est même pas un porteur d'autorité, c'est juste un civil, eh bien on dit que le vivre ensemble ne fonctionne pas, puisque celui qui lui a tranché la gorge est un immigré clandestin, je crois, ou un réfugié afghan, je ne sais pas quoi. Et ces exemples-là se répètent par dizaines, sinon par centaines, en France et en Europe occidentale. Chaque attentat, même les grands attentats, Bataclan, ceux de Londres ou autres, ou de Barcelone, commis largement par des Marocains, des jeunes Marocains nés en Espagne ou nés au Maroc et grandis, élevés en Espagne. Tous ces attentats-là, ce sont des coups de canif au vivre ensemble. Ce sont des bras d'honneur faits au vivre ensemble, qui est la colonne vertébrale, le peu de colonne vertébrale de consistance qui nous reste aux sociétés d'Europe de l'Ouest, aux États-Unis je ne sais pas, mais aux sociétés d'Europe de l'Ouest, on l'a vendu, ce projet politique, qui est bancal, tout ce que vous voulez, mais qui est là, qui est de dire on peut vivre ensemble. Donc on peut accepter l'islam, l'immigration, le multiethnisme, voire le multiculturalisme. Et c'est le comble du paradoxe. Bon, ça, vous allez me dire, le progressiste lambda, il l'a pas compris, d'accord, ok, certainement. Enfin, quand je les vois débattre avec Zemmour, je pense qu'ils n'ont pas compris. Effectivement, je pense qu'ils ne sont pas capables de comprendre, quoique. S'ils sont au pouvoir, c'est qu'ils sont moins bêtes que nous. Mais en tout cas, ça peut-être que les progressistes du gouvernement n'ont pas compris, mais les gens le comprennent. Ils comprennent qu'il y a un énorme problème dans la société et ça crée une désorganisation mentale. Parce qu'une société doit être convaincue de la supériorité de son mode de vie et de son horizon. C'est le dream, c'est le rêve américain. C'est quoi le rêve américain? C'est qu'on est convaincu de la supériorité de notre but. Pas seulement notre supériorité éventuellement ethnique ou civilisationnelle ou religieuse. Les Américains ne sont pas fiers d'être puritains. Ils sont fiers d'avoir, où ils étaient, je ne sais pas comment ils sont maintenant, ils sont fiers d'avoir le meilleur but possible. Cette émancipation dans la liberté, la technologie, la puissance. C'est ambition américaine. Or maintenant, le vivre ensemble est tellement amoindri, tellement humilié par ces attaques-là, qu'il est inférieur au reste, aux autres utopies. Il est notamment inférieur à l'utopie islamiste. Je pèse mes mots. Les Français, enfin, je pense les plus lucides, les plus éclairés, je discute souvent avec certains d'entre eux, ils ont compris que l'utopie qui mène l'horizon, la ligne de fuite qui est offerte à la France, pour laquelle les gens se réveillent tous les matins et ils disent voilà, je paie mes impôts, je travaille, je trime, mais il y aura aussi ça à la fin du parcours. Et bien, cette utopie-là, elle se fait massacrer tous les jours par l'islamisme. Ou par la grande délinquance, enfin, par les racailles, quoi, par la délinquance du quotidien, qui eux aussi sont dans une logique de destruction du vivre ensemble. C'est ça la blessure narcissique qui désorganise mentalement, moralement une société. Une société, parce que vous pouvez avoir les meilleures casernes du monde, vous pouvez avoir les meilleurs CRS du monde, le GIGN, la DG, ce que vous voulez. Si vous êtes démoralisé, c'est fini. Regardez le régime libyen en 2011. Kadhafi, il a acheté la moitié des armements de la Terre. La Libye était un énorme entrepôt des armes les plus modernes. Il a même combien d'armes ont été tirées par Kadhafi? Rien. D'ailleurs, le stock était tellement intact qu'il s'est retrouvé, grâce à la magie de nos chers chefs, Sarkozy, Macron, on ne peut pas l'accuser de ça, il n'était pas aux affaires. De nos chers dirigeants, Sarkozy, Cameron, je voulais dire, voire M. Obama / Hillary Clinton, grâce à leur génie, on a retrouvé ces stocks d'armes au Sahel. Mais bon. Voilà, donc la violence, elle désorganise l'utopie collective, se vivre ensemble, et c'est un grand paradoxe, puisque
les islamistes profitent du vivre ensemble. Ce sont les grands vainqueurs du vivre ensemble. Parce que, qu'est-ce que le vivre ensemble? C'est la tolérance portée à un degré absolu. C'est accepter, quand on est un Français, accepter, quand on est féministe française, par exemple. Moi, je leur tire mon chapeau. Moi, je n'aurais pas leur degré de tolérance ni de patience. C'est accepter qu'un type vous dise qu'une femme vaut la moitié d'un homme. C'est ça l'islamisme. C'est accepter qu'un type veut être polygame. Vous fermez les yeux sur ça. C'est accepter qu'un type vous dise que, je sais pas moi, que l'âge légal du mariage n'est pas à 18 ans. C'est délirant. Moi, c'est ça. Alors, ceux qui en profitent le plus de ce vivre ensemble, ce sont ces étrangers islamistes. Eh bien, ils se font un malin plaisir de le détruire. Par cette violence-là, cette violence que nos chers chefs, notamment M. Macron, a dit qu'elle était aveugle. Je crois qu'il a dit ça après l'attentat du parc de Villejuif. Cette violence n'a rien d'aveugle. Elle est utile, elle est dirigée. C'est comme un faisceau laser. Mais comme vous savez, c'est comme les militaires le soir, les forces spéciales, dans les opérations nocturnes, ils ont leurs lunettes de visée nocturne. Je ne sais pas comment on appelle ça, ça doit être ça. J'ai le nom en portugais, là ça m'échappe en français. Eh bien, quand on fait de la politique, eh bien, il faut savoir acheter les bonnes lunettes, les bons filtres pour voir la nuit et pour voir ce qui se passe. La violence, elle n'est pas aveugle, hein, elle est ciblée. Enfin, cette violence auquel recourent les islamistes de France, c'est aussi la violence, comme j'ai commencé à en parler, la violence de la racaille, qui est une violence qui a plusieurs implications, notamment le nettoyage ethnique des périphéries des villes françaises. Le mot est fort, nettoyage ethnique. Les Américains auraient pu appeler ça le white fly, mais bon, en France, on n'est pas dans une logique raciale, grâce à Dieu. Ça peut changer, mais grâce à Dieu. Je pense qu'il ne faut jamais arriver dans cette logique raciale. Mais il y a eu une fuite, un départ des classes populaires françaises, de souche, on va dire, qui ont fui. Elles ne sont pas xénophobes, ces classes françaises. On les connaît tous très bien. Hein. Ces classes françaises, ces classes populaires-là, elles voulaient vivre la bonne vie qui était offerte par les HLM des années 60, 70, 80, qui étaient des havres de paix, avec la douche, des services sociaux sur place, des jardins et autres. Mais elle a fui la délinquance. Ces classes populaires françaises voulaient la mixité. Vous trouverez toujours des racistes là-dedans, parmi eux. Il n'existe pas de sainteté dans la population. La sainteté, c'est pour l'extrême minorité. Hein. Je veux dire, mais en général, ces classes populaires, elles n'étaient pas dans le délire raciste, séparatiste. Elles sont parties à cause de la racaille. Cette racaille-là, elle a rendu sans le savoir certainement, elle a rendu un grand service aux islamistes parce qu'elle leur a libéré le terrain. Parce que le plus grand ennemi, la plus grande angoisse de l'islamiste, c'est pas la police française ou le préfet, non, ça. Leur plus grande angoisse, c'est le petit français. Ce qu'on appelait au Maroc quand on était colonisé, le petit blanc ou le petit français même. C'est le Jackie, c'est le Manu qui partage un pastis ou on boit un café avec Mouloud ou Rachid au bar. Parce que c'est là qu'il y a la mixité sociale et c'est là que le maghrébin, le musulman, voit qu'il y a un autre mode de vie, au mode de vie islamiste. C'est là qu'est fait tous les jours le démenti, c'est là qu'est fait, ou tous les jours, quotidiennement, le démenti des thèses islamistes, de la victimisation, comme quoi il y a un complot raciste en France, que tous les Français sont racistes, non. C'est là que le musulman voit, le maghrébin, le sahélien, il voit que le français galère autant que lui, que le français n'est pas raciste, et que tout le monde a le même but dans la vie, qui est de profiter de la vie, d'avoir une bonne famille, de partir en vacances et de se défendre face au patron, d'avoir des avancées sociales. Vous remarquerez comment on a oublié totalement la partie sociale dans le débat public. Maintenant que nous avons tout racialisé, tout ethnicisé, nous ne parlons plus de lutte sociale, particulièrement parce que nous avons, à cause de la racaille notamment, enfin il n'y a pas que ça, mais à cause de la racaille, nous avons séparé, nous avons éclaté le prolétariat. Maintenant vous avez un prolétariat musulman, sahélien, maghrébin dans les banlieues, et un prolétariat de souche beaucoup plus loin. Donc cette violence-là de la racaille, c'est pas une violence islamiste. La racaille a été l'idiot utile de l'islamisme, puisqu'elle leur a libéré l'espace. Ils se sont retrouvés avec des populations musulmanes livrées à elles-mêmes. Vous connaissez les élus français, tout ça, ils sont largement largués par rapport au phénomène islamique en France. Donc c'est pour ça que je dis, les populations sont larguées à elles-mêmes. L'État français s'est retiré, la police rentre par intermittence. Il s'est transformé en une espèce de banque qui distribue les vouchers, les chèques pour les allocations.
Et autre conséquence néfaste, funeste même de cette fuite, de cette nettoyage ethnique des banlieues, c'est que les Sahéliens, donc les Maliens, les Sénégalais, qui ont toujours eu un islam très différent de l'islam du Maghreb ou du monde arabe, se sont retrouvés orphelins, parce qu'ils se sont retrouvés face à face avec les barbus inspirés du wahhabisme du Moyen-Orient et de l'Arabie Saoudite. Et vous assistez en France à une catastrophe très peu documentée, qui se passe sous nos yeux, mais bon, je pense que pour s'en sortir aujourd'hui en France, il faut fermer les yeux et ne pas regarder le réel. C'est ce monde africain en France, ces Sahéliens de France, qui se convertissent au wahhabisme. Port du voile, la barbe, le qamis, recul de l'islam maraboutique des mourides du Sénégal, et radicalisation même chez les Sahéliens. Là, c'est une catastrophe absolue. Ça a été permis parce que les Sahéliens, ils auraient pu s'inspirer des Français de souche, on va dire du prolétariat français, mais ils ne l'avaient plus sous les yeux parce qu'il était expulsé. Voilà, donc je m'attarde vraiment sur la violence parce que d'abord le thème est fascinant. Cette violence, matière première brute, disponible pour tout le monde, il suffit de s'en saisir. Et puis, elle est réellement très utile dans ce projet islamiste. Arme du faible parce que, comme je vous dis, elle est gratuite et disponible en abondance. Il n'y a pas plus facile que de se mettre à 15 contre 1 dans une rame de métro et d'exploser quelqu'un pour un mauvais regard. Voilà. Si vous doutez ce que je dis, lisez les faits divers. D'accord ? Même si on vous cache les noms des gens qui ont commis les faits divers, mais juste l'acte en soi vous montre le niveau d'ensauvagement de la société et la facilité avec laquelle la brutalité peut être exercée. Pas besoin d'être Rambo pour être violent. Loin de là. Enfin, je voudrais m'attarder aussi sur la question de la métapolitique, ou appelez-la comme vous voulez, la propagande, de la communication, ou la guerre psychologique. Ça aussi, c'est une arme du faible. Normalement, c'est une arme des deux, parce que les deux camps, même du fort. Le fort, si le fort en France, c'est l'État, la République, normalement, elle dispose de médias qui servent son projet hégémonique. Mais le faible, lui aussi, il ne part pas finalement d'une position de faiblesse, je veux dire. Si par rapport à la violence, un coup de poing ne vaudra jamais, n'arrivera jamais à la hauteur d'un tank ou d'un blindé du GIGN ou de la gendarmerie mobile, par contre, un bon site internet bien fait, en arabe ou en français facile ou en wolof, qui attaque la France, il pourra avoir un impact très fort, très supérieur à une émission du prime time de France Télévisions. Ça, je vous dis, en matière de communication, de propagande, le faible, s'il est malin, il peut réellement faire très mal à l'ordre établi et convertir une arme du faible, c'est-à-dire une arme gratuite. Parce que là, un site web, ça coûte rien à faire. Ce que je fais là, un canal YouTube, ça coûte rien. C'est l'arme du faible aussi. Ça coûte rien. Le faible, s'il est malin, et stratégique et rusé, il peut transformer cette balle en caoutchouc, si vous voulez, en un vrai missile qui fait très mal à l'ordre établi. Alors, grosso modo, ce que je voudrais vous dire, c'est que les islamistes de France sont les seuls, peut-être, à parler aux musulmans de France. Les seuls. L'État français ne parle plus aux musulmans de France. Il ne leur parle pas. Pour plein de raisons, notamment c'est qu'ils ne parlent pas leur langue. L'État français fait semblant que tout le monde parle français en France, or, c'est pas le cas. Sur les 10 millions, ou 12, ou 15, ou 9 millions de musulmans qui sont en France, je ne sais pas si la moitié parle français, ou comprend le français, ou peut être atteinte, peut être sensibilisée, peut être touchée par un discours en français. Je pense que ce que font les islamistes, c'est qu'ils parlent en arabe. Wolof, Swahili, je sais pas, Hausa, Kabyle, Kosovar, Tchétchène, eux ils font le job. Eux ils ont fait la bonne lecture de la société, de la démographie française, des diasporas. Ils parlent aux diasporas dans leur langue, dans les langues qu'elles comprennent. Ça c'est le cas des pages Facebook, des canaux YouTube et autres. C'est aussi le cas de l'audiovisuel satellitaire arabe, Al Jazeera et autres. Al Jazeera a mis 15 ans à parler en français avec AG+. Et encore AG+, vous voyez, même AG+, c'est pas dirigé aux
C'est diriger déjà une partie plus éclairée de la diaspora musulmane. C'est diriger ce qu'on peut appeler les troisième, quatrième générations. La masse est atteinte par Al Jazeera, par les paraboles. Parce que la diaspora musulmane en France, au Maghrébine, elle sera, elle a été, elle sera toujours à la première génération. Puisque avec le regroupement familial, c'est toujours la première génération qui l'a. On renouvelle toujours des premières générations. Des gens qui arrivent du village, du village, de la campagne, de la famille, de la personne qui est déjà là. Donc l'intégration est impossible, ou va être extrêmement lente, parce que on est toujours à la première génération. Donc en fait, on alimente le statu quo qui est importé on importe en France les mentalités du Sud. Alors que les politiciens, les sociologues autorisés veulent nous faire croire que nous marchons tous ensemble vers une espèce de convergence ou du moins de mise à jour des mentalités. Non, en fait, on est toujours la première génération. Et c'est ce qu'ont compris les islamistes. C'est pour ça qu'ils continuent à parler aux diasporas dans les langues des pays d'origine. Et avec les codes émotionnels, sentimentaux, enfin les codes visuels et corporels, le langage corporel des pays du Sud. Et puis, ils font quelque chose qui a l'air tellement évident que je me demande pourquoi on ne s'en rend pas compte. Ils racontent une musique qui peut être... Il joue une musique qui est très facile à décoder chez les diasporas. C'est celle de la victimisation. Encore une fois, quand vous vivez fiasco sur fiasco, c'est le cas de la civilisation islamique depuis 1000 ans, c'est une succession de fiascos, il vous est très difficile soit vous vous remettez en cause, ça c'est le Japon du Meiji, en 20 ans le pays se remet en cause et se débarrasse des élites anciennes et devient un pays industriel, ou vous faites comme a fait la civilisation islamique, à mon grand regret, moi-même étant arabe et musulman, vous vous isolez et vous accusez les autres. Napoléon, l'Empire britannique, les Ottomans, je ne sais qui encore, les Français, les Juifs, Israël, les Américains. Eh bien, que font les islamistes de France? Ils racontent une histoire de la victimisation. Ils lisent la société française sous le filtre, sous la perspective de la victimisation. Donc si l'ascenseur social est cassé en France, c'est parce qu'il y a un complot contre les musulmans. Si tu es au chômage, c'est à cause de ta couleur de peau. Si tu ne t'en sors pas, c'est parce qu'il y a une discrimination, c'est parce qu'il y a l'islamophobie. Voilà. Bon, vous voyez très bien ce que je veux dire. Le rap, bien sûr, entre là-dedans. C'est une caisse de résonance. Et ça vous donne une sous-culture, je n'ai pas peur de dire ça, une sous-culture de la victimisation qui finalement sert l'ordre établi. C'est pour ça que l'ordre établi ne sévit pas contre les rappeurs qui appellent à tuer les Français et à violer les Françaises. Parce que ces rappeurs-là creusent la tombe de leur diaspora ou des diasporas en les insérant dans une prison mentale qui dit voilà, je suis parfait, je suis dans le halal, je vais au paradis, moi j'ai tout compris, j'ai la meilleure religion du monde, j'ai les meilleures origines du monde, j'ai les meilleurs aïeux du monde, j'ai les meilleurs, je suis parfait, merveilleux, je n'ai pas besoin d'ouvrir un livre, de travailler, de souffrir, parce qu'apprendre c'est souffrir. Je dois juste cracher sur autrui. Le blanc, l'ordre établi, la femme blanche, Israël, Trump, les Américains, comment on dit en anglais, you name it. Ça, c'est la recette du désastre. Quand vous faites la thérapie psychanalytique, une des premières missions du thérapeute, c'est de vous sortir de ce jeu-là où vous projetez toutes vos ombres, vos insuffisances sur autrui, votre maman, votre papa, votre mari, votre petite amie, votre chef. Si vous ne remettez pas en cause, vous ne faites pas votre partie du chemin, votre bout du chemin, vous n'allez pas vous en sortir. Eh bien, voilà, les islamistes profitent de... Les islamistes, bien entendu, ils n'en ont rien à faire de l'émancipation économique, sociale des musulmans de France. Ils n'en ont rien à faire. Ce n'est pas leur sujet. Donc, ils continuent. Donc, ils ne sont pas gênés par cette victimisation qui sert leur but. Qui est de toucher les tripes des gens. Voilà. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Que fait le système? Que fait l'ordre établi? Que fait la République française? Eh bien, vous avez Ruquier, Léa Salamé, vous avez le Loft, vous avez Koh Lanta, vous avez Madame Chiappa qui co-anime une émission avec Hanouna. Voilà.
Alors j'ai le plus grand respect pour ces personnes que je viens de citer, ou ces projets commerciaux, éditoriaux que je viens de citer. Croyez-moi, de grâce, je ne suis pas dans l'animosité. Sincèrement, est-ce que vous pensez que ce que je viens de vous citer là, ça va percuter, là, ça va susciter une réaction dans les diasporas musulmanes, largement religieuses, largement conservatrices? Quand je vous dis, ces diasporas, elles seront toujours au stade de la première génération. Donc, elles seront toujours dans la civilisation islamique, puisque voilà, pour vous expliquer, regroupement familial et tout ça. Est-ce que vous, très sincèrement, vous pensez que le service public ou même les grands médias avec Koh Lanta, le Loft, est-ce qu'ils touchent les diasporas musulmanes? Est-ce que vous pensez que le journal télévisé de LCI, ou de BFM ou de TF1, est-ce que vous pensez qu'il touche les diasporas? Non, évidemment que non. Ils peuvent le regarder. Et j'exagère bien sûr, parce que quand je parle du diaspora, je parle de 10 millions, quasiment de personnes. Évidemment, il y a des exceptions. Elles se comptent par centaines de milliers. Moi, je parle des grandes masses. Voilà, donc je ne veux pas parler aujourd'hui des solutions, s'il y en a, au problème de l'islamisme en France, mais à l'évidence, la mise en place d'un audiovisuel public destiné aux diasporas vivant en France est plus qu'une urgence, c'est une mesure d'hygiène publique. Et un audiovisuel qui parle autre chose que le français, ou pas seulement le français. Arabe classique, kabyle, arabe dialecte marocain, dialecte, je ne sais pas, syrien, wolof, bambara, enfin, il faut faire ce qu'il faut faire, quoi. Alors je crois qu'on dépense 500 millions d'euros sur Radio France par an. Je pense qu'on pourrait dépenser 5 millions d'euros par an, ou beaucoup moins, à faire des web télévisions, ou des chaînes de FM, ou des médias audiovisuels qui travaillent ce but-là, qui travaillent les diasporas pour passer le message de la France. Parce que si vous ne passez pas, vous, hors d'établi, le message de la France, personne ne le passera à votre place. Personne. Les islamistes vont passer à l'autre message. Quel est le message de la France? C'est son bilan. C'est son bilan. Le bilan de la France par rapport à l'islam est merveilleux. La France est une nation amie de l'islam. Ça veut dire quoi, récupérer en France 10 à 15 millions de musulmans et les traiter, les mettre dans les CHU, les mêmes CHU que les Français, leur donner les mêmes aides sociales qu'aux Français? C'est un acte philanthropique, c'est un acte pro-musulman. On plaisante souvent en disant que la France peut devenir un membre de la Ligue arabe ou de l'Organisation de coopération islamique. Mais bon, ça c'est de la plaisanterie, mais une chose est sûre, la France est une nation amie de l'islam. Les services rendus par la France à l'islam sont extraordinaires. Bien, ça il faut le dire. Moi je suis un des rares à le dire. Il faut le dire. Parce que c'est pas. Dans la vie, rien ne va de soi. Puisque l'être humain a un grain de folie. Moi, je suis un peu fou, vous êtes certainement un peu fou, tout le monde est fou. Et donc, même quelqu'un qui est né en France, dans un HLM, qui tient la route, qui a eu droit à une très bonne école française, publique, gratuite, qui a été à la fac ou en école supérieure gratuite, qui va chaque année au bled, qui voit l'état de dégradation des hôpitaux du bled, l'état de dégradation des écoles, le chômage des jeunes, la détresse sociale, mais même cette personne-là, elle peut être capable, et elle est capable souvent, de cracher dans la soupe. C'est naturel, nous sommes tous comme ça. Puisque nous sommes nombrilistes, narcissiques, et nous avons tendance à lire le monde à partir de notre propre souffrance. C'est comme ça, je fais pareil, donc je ne suis pas mieux que tout le monde, hein, je fais pareil. Donc on a besoin d'un discours tiers qui vous ramène un peu, qui vous mette les références dans la tête, et pour vous remettre, qui vous resitue. Donc j'essaierai de revenir sur ce thème de l'audiovisuel à destination des diasporas. Je trouve qu'il est essentiel. Alors c'est pas la panacée, c'est pas la solution à l'ensemble de la problématique, mais je trouve qu'il doit être au cœur du réacteur d'une nouvelle réflexion sur la lutte contre cet islamisme, puisqu'on peut plus, la France ne peut pas se permettre le luxe de le laisser vivre à ses marges et de croître et de prospérer tout seul. C'est une question existentielle. Comme je l'ai dit dans notre vidéo, il peut être une nuisance très gênante pour la société française. Bon, pour conclure, ce que je voulais vous dire, je voudrais surtout vous remonter le moral un petit peu, en vous disant que le problème islamiste en France est aussi un problème pour les pays du Maghreb et de l'Afrique, surtout de l'Afrique sahélienne. En effet, il y a eu une espèce de surprise
chez tous les gouvernements, les gouvernants des pays du Sud, qui ont été surpris de voir l'islamisation rapide et assez, je dirais pas massive, mais significative, des diasporas. Eux, plutôt, ils craignaient le contraire. Ils craignaient une sécularisation, un éloignement progressif des deuxième, troisième générations d'immigrés pour faire des Français qui sont juste Français. Or, aujourd'hui, vous le savez très bien, les liens entre le Nord et le Sud n'ont jamais été aussi forts. Les diasporas sont très actives dans la vie sociale du Sud. Ça, c'est à cause des médias, de Facebook, de WhatsApp. Les gens vivent en permanence connectés à leur famille à Bamako, à Casablanca ou je ne sais quoi. Mais aussi, vous avez, enfin, donc à cause de ce lien permanent que personne finalement ne voyait venir, ou ne soupçonnait, personne ne le voyait garder cette intensité ou prendre cette intensité-là. Maintenant, c'est les populations du Sud qui sont islamisées par les diasporas. Maintenant, le conservatisme, l'aspect réactionnaire, l'extrémisme, il vient maintenant des banlieues françaises vers le Maroc, vers l'Algérie, vers la Tunisie, voire, à mon avis, vers le Sahel. Ça vaudrait le coup d'ailleurs d'être creusé, ce que je viens de dire là, dans le cas du conflit actuel au Mali. Moi, je le vois dans mon village, les premières femmes à porter le voile étaient les femmes des immigrés. On les voyait venir en juillet-août pendant les vacances d'été, et elles étaient voilées. Alors que ma grand-mère n'a jamais porté de voile, ni ma mère, ni mes tantes. Cette islamisation-là, comment elle avance dans les pays du Sud? Eh bien, elle avance non seulement par la communication, et par EasyJet, qui fait que maintenant, avant les gens se voyaient dans mon village, les familles se réunissaient en juillet-août. Les familles immigrées rejoignaient le reste de la famille qui était au village. Maintenant, avec EasyJet, Ryanair, les gens se voient tout le temps, une fois par mois s'ils veulent. L'aéroport de Fès est à côté, et il est relié à Nantes, je sais pas, Lyon, Bordeaux, La Rochelle et autres. Les gens ne se quittent plus. Donc ça pose la question, comment voulez-vous intégrer des gens qui ne se quittent plus, enfin, qui sont toujours corps et âme au sud? C'est un autre sujet. Et donc le village maintenant, mon village, il est très influencé, je prends mon village parce qu'à mon avis c'est un cas d'école, très influencé par ce qui se passe dans les banlieues françaises où vivent l'extension de mon village. Mon village a 8000 habitants et 3000 vivent à l'étranger. Ces 3000 là, ils ont pris le pouvoir dans le village parce qu'ils ont l'argent. Ils ont l'argent, ils ont les euros que nous n'avons pas, ils ont le prestige des gens qui ont réussi leur vie, soi-disant, puisqu'ils vivent mieux en France qu'en Italie, que dans notre village, qui est quand même un village agricole exposé à la sécheresse et au changement climatique. Et puis, leur statut, leur argent est démultiplié par leur pouvoir sur les familles, par leur pouvoir de dire qui va se marier avec qui. Parce que tout le monde rêve d'un mariage blanc ou réel, mais tout le monde rêve de s'installer en France par le biais du mariage. Et donc, cette décision est rarement prise par la fille qu'on va marier ou par le jeune homme qui vit en France qu'on va marier. En général, c'est le dernier à consulter, en tout cas sa voix ne porte pas très loin. C'est pris souvent par les femmes de la famille, les femmes installées en France. C'est une décision souvent collégiale qui obéit à des logiques claniques, tribales, à ce que j'appelle la géopolitique villageoise. Et ce qui fait que le pouvoir, il est chez ceux qui sont en Europe, c'est eux qui décident qui va se marier. Souvent, il y a un versement d'argent, mais même l'argent n'est pas suffisant. C'est-à-dire que les familles du village versent l'argent à leurs confrères qui sont basés à Bordeaux, Nantes ou Grenoble pour faire le mariage blanc. Et en plus, il faut faire montrer patte blanche et séduire les gens qui doivent être séduits pour qu'ils vous choisissent vous et pas un autre, parce que la concurrence est très forte. Eh bien, ce pouvoir-là qui est financier, je vous ai dit les euros, qui est aussi dans l'ordre du prestige, eh bien, ça vous donne de l'influence. Et donc, l'islamisation des immigrés stimule l'islamisation de ceux qui sont restés. Ça, c'est un problème pour le Maroc, pour la Tunisie, pour l'Algérie, je pense aussi pour tous les pays concernés par l'immigration, enfin tous ceux qui ont une diaspora en France. Et c'est une chance pour la France, puisque la France n'est pas toute seule. La France, elle n'est pas isolée. Maintenant, il faut d'abord qu'elle accepte voir qu'elle a un problème, ce qui est loin d'être le cas, et qu'elle accepte l'aide. Et je suis sûr que dans les pays du Sud, Maroc, Tunisie, Algérie, pour commencer, on peut l'aider. Ces gouvernements-là ont une technique, ils ont une histoire avec l'islamisme, ils le combattent depuis des lustres, et donc ils peuvent aider la France.
Et eux, peut-être, ils ont deux choses que la France n'a pas, ça m'écorche la bouche de dire. Ils ont la lucidité que la France n'a pas, et un peu de ruse que la France n'a pas. Parce qu'aujourd'hui, je vois les élites françaises sont naïves, sont d'une candeur déroutante face aux menaces islamistes ou autres d'ailleurs. Voilà, donc j'ouvre une piste ici, hein. Je suis désolé de ne pas pouvoir donner une réponse, une équation mathématique qui résout le problème. Malheureusement, ces thèmes de la vie ne sont pas réductibles à une équation. Regardez du côté du Sud, il y a une chance pour la France du côté du Sud, avec les gouvernements du Sud, pour l'aider à trouver, à juguler déjà, à contenir ce phénomène islamique, puisque c'est devenu même une question importante, décisive, même pour un pays comme le Maroc. D'ailleurs, le Maroc ne veut pas donner le droit de vote aux immigrés. Enfin, c'est pas une politique officielle, en tout cas. On parle de donner le droit de vote aux immigrés depuis des lustres, et le Maroc ne franchit pas le pas, ne franchit pas ce pas, et je pense, à mon humble avis, j'ai pas d'informations confidentielles, c'est à cause de ça. Parce que personne n'a envie d'inclure dans le vote, dans la carte électorale du Maroc, 5 millions d'islamistes. Vous voyez la Tunisie, l'élection présidentielle, la diaspora tunisienne de France a voté islamiste. Et je pense que le Maroc veut éviter ça, et il a raison. Voilà, donc la sensibilité est là du côté du Sud. Il suffit maintenant que la France comprenne qu'elle n'est pas toute seule à lutter contre l'hydre islamiste, pour paraphraser M. Macron. Merci beaucoup et à la prochaine. J'espère vous proposer très rapidement la vidéo avec les mesures à prendre contre l'hydre islamiste. Like, partage, commentaire, tout cela pour séduire l'algorithme de YouTube. Merci, à la prochaine. Au revoir.